Ah, c'est bon. C'est bon de sentir les palpitations, le stress, l'énervement. Ah, j'ai eu le temps de rencontrer quelques personnes avant. Et puis, ça aide aussi à me mettre dans le bain. On parle de, justement, liens et ancrage. Bien, les liens et les ancrages ont tous déjà été faits avec certaines personnes. Puis, c'est un honneur pour moi d'être ici avec vous ce soir. Et déjà d'être habité. Et déjà d'être habité par une belle émotion qui m'habite à chaque fois que j'ai l'occasion de partager ces liens extraordinairement puissants et qui survivent à la mort d'un proche. Je vous propose de lire cette citation-là qui dit « Ouvre la porte de la peur, derrière se tient ou se cache la guérison. » On a tous des peurs, on va en avoir d'autres, mais j'espère que mon petit partage de ce soir va vous donner la foi, le courage de regarder vos peurs en pleine face et de vous en libérer, et peut-être encore mieux de vous en servir pour peut-être accompagner d'autres personnes qui vont vivre des peurs similaires. La peur à laquelle je fais face à ce moment-là de ma vie, il y a plusieurs années, c'est la peur de voir ma mère mourir et la peur de perdre ma mère. J'aimerais ça vous la présenter, Marie Poulain, qui est décédée à 49 ans d'une maladie qu'on appelle l'alcoolisme. Pour ceux et celles qui me connaissent, vous connaissez peut-être mon père, Jean Lapointe. Jean Lapointe qui a souffert d'alcoolisme et qui a même donné son nom à une fondation, à une maison, pour aider d'autres alcooliques comme lui. C'est plutôt ironique de voir une femme, la sienne, ma mère, mourir lentement d'une maladie qui aurait pu tuer mon père. Mais mon père, comme un chat, il a plusieurs vies, puis s'en est toujours ressorti. Il a toujours rebondi après ses rechutes. Mais pas maman. Et d'assister à une lente noyade, une lente agonie, une lente mort d'une personne proche comme ta mère, c'est épouvantable. On vit énormément d'impuissance. Tous les membres de ma famille et moi-même, nous vivions de l'impuissance. Et puis, en même temps, moi j'ai 26 ans à ce moment-là. Et je vois ma mère tranquillement s'en aller vers la mort, et il y a une partie de moi qui le voit et qui ne l'accepte pas, qui est dans le déni total et qui ne veut pas le voir. Mais il y a une autre partie de moi, c'est le petit Jean-Marie, qui ne veut pas perdre sa mère, qui ne veut pas qu'elle l'abandonne. Alors j'étais dans cette dualité-là tout le long des derniers mois et des dernières semaines de la vie de ma mère. Et à son entrée ultime, dernière, à l'hôpital, ça n'a pas été très, très long, quelques jours, où on a dû se rendre à l'évidence que maman allait mourir. Mais il y a quelque chose en moi qui ne l'acceptait pas, qui ne voulait pas le voir. Et je ne pouvais même pas imaginer ma vie sans ma mère. C'était une grande peur. Arrivent les dernières heures du vivant de maman. Je suis à son chevet. J'ai ma copine de l'époque qui est présente. Et il y a ma sœur Maryse, ma grande sœur, qui est là. Et on voit ma mère qui commence à arrêter de respirer. Elle fait de l'apnée. Si vous avez déjà accompagné quelqu'un dans la mort, vous savez ce que c'est quand une personne arrête de respirer pendant quelques secondes et pouf, la respiration repart. Mais je vous le dis qu'à chaque fois que ma mère arrêtait de respirer, moi, je pensais que ma mère mourait. Alors, je lui serrais la main et je me souviens même lui avoir dit « Non, papa, je ne suis pas prêt ». Elle a fait ce manège-là à plusieurs reprises, d'arrêter, de reprendre sa respiration, jusqu'à un moment où il y a une infirmière qui rentre dans la chambre et qui vient nous chuchoter à l'oreille « Vous devriez peut-être appeler votre papa puis vos sœurs parce que ça sent la fin, votre maman est en train de partir. » Et moi, je ne l'accepte pas. Pire que ça, je panique à l'idée de voir ma mère mourir à chaque fois qu'elle arrêtait. Alors moi, je me suis servi de ce moment-là pour sortir de la chambre. Ma sœur est là, ma copine est là. Je me dis, au moins, maman ne mourra pas toute seule si elle a à mourir, mais au moins, elle n'est pas toute seule. Alors moi, je suis parti chercher mon père et mes sœurs. Alors, qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Quand moi, je suis parti, maman est partie aussi.
Alors, je suis revenu 1 heure plus tard avec mon père et mes sœurs, et en rentrant dans la chambre, j'ai vu le corps inerte de ma mère, et j'y crois encore que c'est possible qu'elle ne soit pas morte, mais non, elle est décédée. Et là, je vous le dis, la mort d'un proche, ça fait mal. Ça fait mal physiquement, ça fait mal aux survivants, et tellement, moi, j'ai senti une main invisible venir m'arracher une partie du cœur. Et ça a été brutal comme douleur. J'ai évidemment pleuré, j'ai même crié. Les jours ont passé, les semaines, les mois, et je revois encore dans ma tête l'image de maman sur son lit, morte. Puis il y a quelque chose qui déconnecte un petit peu dans ma tête. Je me dis, ah, mais c'est maman, c'est son corps, mais c'est pas maman. Donc, qu'est-ce qui faisait que c'était maman quelques secondes avant, puis là, c'est plus maman? Je me dis, est-ce que c'est l'âme? Une fois qu'on meurt, est-ce qu'on va quelque part? Donc, j'ai commencé à me questionner sur la vie après la mort, justement. Et ça m'a amené à me questionner tellement que j'ai lu plein de livres là-dessus, et j'ai senti aussi un élan m'habiter de faire de l'accompagnement de fin de vie chez les enfants et les adolescents, plusieurs années plus tard. Et on dirait que la mort de ma mère avait ouvert mes yeux. Vous connaissez peut-être la citation, tu sais, la mort ferme les yeux du mourant, mais ouvre ceux du vivant. Alors moi, j'ai les yeux qui se sont ouverts grands sur la vie. Alors j'ai commencé avec l'organisme Leucan, avec Sainte-Justine, avec des formations, des cours et tout ça, prendre une formation pour accompagner les enfants et les adolescents. Et j'en ai accompagné quand même plusieurs. Puis je fais quand même un aparté, parce que qui accompagne qui? Je m'excuse, mais les enfants m'accompagnent aujourd'hui. Donc j'ai peut-être accompagné des enfants, mais ils sont encore en moi. Ils sont très présents en moi. Et il y en a un, parmi ces enfants-là et ces adolescents, qui m'a profondément marqué. Mais juste avant de vous présenter ce garçon-là, jamais j'avais eu l'occasion d'accompagner quelqu'un jusqu'au bout, jusqu'à la fin, jusqu'à sa dernière respiration. Ça ne m'était jamais arrivé. Puis j'avoue que c'est le hasard qui fait que tu vas être dans la chambre d'un enfant ou d'une personne, puis lorsque cette personne-là va mourir, ça se peut que tu ne sois pas là. Ça se peut que la maman soit partie fumer dehors, puis de revenir, et l'enfant est décédé pendant ce temps-là. Alors moi, de tous les enfants que j'avais accompagnés, jamais j'avais été présent lors du moment du mourir. Et là, ça m'amène à vous parler de Laurent. Laurent Pilon, 19 ans, que j'ai rencontré à l'époque que je co-animais le Téléthon des étoiles, ou le Téléthon de la recherche sur les maladies infantiles. J'avais fait une entrevue avec Laurent, avec sa famille, avec ses amis. On avait fait un portrait. Tous les animateurs et les animatrices à cette époque-là, on était jumelés avec une personne, et cette année, on m'avait demandé, ça te tente-tu d'accompagner Laurent et faire une entrevue avec lui? Et ça a tellement cliqué avec la famille de Laurent, avec Laurent lui-même, que même Laurent m'a demandé, j'aimerais ça que tu sois avec moi jusqu'au bout. C'est tout un cadeau. Et en même temps, ça me faisait peur. Parce que jusqu'au bout, ça veut dire de voir quelqu'un mourir. Et la dernière personne que j'avais vue mourir devant moi, c'était ma mère. Et tellement que j'avais paniqué que j'étais sorti de la pièce. Je ne pouvais pas rester. Alors, Laurent, je le vois pendant quelques semaines, suite au Téléthon des étoiles. On crée un beau lien. Et la veille de sa dernière arrivée, sa dernière rentrée à l'hôpital, les parents m'appellent pour me dire, on rentre Laurent et on va avoir besoin de toi demain. Parce que c'est son dernier voyage à l'hôpital. Et Laurent, là, juste pour vous tracer le portrait, c'est un bonhomme là, qui a vécu à 100 à l'heure. Il vivait de façon intense. C'est lui qui calait les shots à l'hôpital. C'est lui qui disait, moi, je veux de la chimio. Non, je ne veux pas de chimio. Je veux de l'oxygène. Moi, je m'en vais à Hawaï avec ma famille. Là. Moi, je vais être capable de faire des trips là-bas. Donc, vous m'accompagnez là-dedans. C'est lui qui était le chef d'orchestre de sa vie. Et même les Cowboys fringants lui ont écrit une chanson. C'était un de ses groupes préférés. Et c'est La Tête Haute. Donc, vous irez faire une petite recherche sur Google. La Tête Haute, les Cowboys fringants. Et c'est de Laurent dont on parle. Et juste retenir la chanson. Il y a une partie de la chanson qui dit j'ai tout surmonté, la tête baissée, mais si je redescends la côte, ça sera la tête haute. C'est Laurent, tout craché. Alors, moi, j'arrive chez moi à la fin de journée, je reçois un téléphone. Effectivement, c'est les parents de Laurent, Sylvain et Nicole, pour me dire on a besoin de temps, on a besoin de toi, viens nous rejoindre à l'hôpital, ça presse, c'est la fin. Alors moi, j'embarque dans l'auto, j'habite tout près de l'hôpital Sainte-Justine, mais comme un zombie, comme sur le pilote automatique, je file vers Sainte-Justine, puis j'ai la panique, j'ai l'anxiété qui embarque, et je ne suis pas bien. Mais j'ai promis à Laurent. Laurent m'a demandé d'être là jusqu'au bout, je tiens ma promesse.
Alors, je rentre à l'hôpital, je me vois marcher lentement, un pas à la fois. Je me dirige vers l'ascenseur, je monte au deuxième où Laurent a sa chambre. Et j'arrive, les portes s'ouvrent. Qui je vois arriver? Nicole, la maman de Laurent, et qui vient me voir, qui me regarde dans les yeux. Et elle prend ses deux mains, elle me les met sur les épaules, comme ça, puis elle me dit, « Jean-Marie, là, on a besoin de toi. Laurent s'en va. C'est toi le professionnel, là. C'est toi qui accompagne des enfants, là. On a besoin de toi. » Moi, je suis en train de faire dans mes culottes. Je veux partir, je panique, j'angoisse, et je ne sais pas ce que je fais ici. Je me sens comme un imposteur. Je me dis, ils sont fous de me laisser avec Laurent, ça n'a pas de bon sens. Mais écoute, je suis Nicole. Elle se dirige vers la chambre de son fils. Elle ouvre la porte. Moi, je rentre et je vois Laurent étendu sur son lit. Je vois sa sœur aînée, Geneviève, qui lui tient la main, assise sur le coin du lit. Je vois les grands-parents de Laurent en retrait. Je vois Stacy, l'infirmière de Laurent, qui est là, qui materne le tout, qui accompagne le tout. Les parents, la famille est là. Et moi, je rentre. Et j'ai peur. Je ne vais pas rentrer. Souvenez-vous de cette phrase-là. « Ouvre la porte de la peur, derrière se tient la guérison. » Alors, cette porte-là s'est ouverte et je suis arrivé. Et là, je vois Laurent, mais je vois tout le monde. Et je sens la tension, évidemment, d'une famille qui va perdre un fils. Puis, n'oubliez pas qu'en plus, Laurent a un jeune frère qui a eu un autre cancer quelque temps avant, mais là, lui, il va bien. Il est en rémission. Alors, là, il y en a un qui est en train de mourir et c'est Laurent. Alors, je m'installe et je regarde la scène et je vois Laurent. Qu'est-ce que vous pensez qui se passe? Il fait de l'apnée, comme maman. Il commence à respirer, il expire, et là, ça s'arrête. Moi, je panique. Tout le monde panique. Surtout Geneviève. Geneviève, la sœur aînée de Laurent, elle est assise sur le coin. Elle prend la main de Laurent et elle le serre fort, fort, fort. J'y vois les épaules monter tellement qu'elle panique. Alors, moi, je panique. Geneviève panique. Mais là, il s'est passé de quoi? J'ai comme oublié ma panique. Je ne l'ai même pas faite par exprès, ça s'est fait tout seul. Et je me suis focusé vers Geneviève, qui avait besoin de moi. Alors, je suis arrivé, je me suis levé, et j'ai mis mes deux mains sur les épaules de Geneviève, qui était haute, qui était en panique. Et j'ai juste flatté le dos, comme on flatte le dos d'un enfant qui vient de faire un cauchemar. Puis j'ai dit, non, c'est correct, Geneviève, je suis là. J'ai juste fait ça tout doucement. Et j'ai senti les épaules de Geneviève descendre. J'ai senti sa respiration reprendre. Et moi aussi. J'ai repris ma respiration. Puis on a regardé Laurent. Et Laurent a repris une autre inspiration. Il a expiré. Quelques secondes. Il reprend une autre respiration. Il expire. Puis on l'attend. On regarde Laurent. On est pendu à son souffle. Le souffle ne reprend pas. Stacy, l'infirmière, regarde Laurent, prend les signes vitaux, puis elle nous regarde. Si Laurent est parti, tout doucement comme ça. Bien, avec le départ de Laurent, est partie ma peur. Je n'ai plus jamais eu peur. Et j'ai accompagné des enfants, des adolescents qui sont morts jusqu'au bout, et je n'ai jamais eu peur. Je n'ai jamais paniqué. Ma peur est partie. Quel beau cadeau, hein? Est-ce que Laurent le savait, ça, quand il m'a demandé de l'accompagner jusqu'au bout? Est-ce qu'il y avait une intuition, qu'en me demandant de l'accompagner, qui m'offrait ce cadeau-là? Je ne le saurai jamais. Par contre, je suis éternellement reconnaissant envers Laurent. Alors, tu sais, ouvre la porte de la peur, derrière se cache la guérison. Dans certains cas, la peur, c'est toi qui vas l'ouvrir. La porte de la peur, c'est toi qui vas rentrer dans la porte, tu vas la défoncer. Des fois, c'est quelqu'un d'autre qui va l'ouvrir pour toi. Puis une fois que la porte est ouverte, il y a des gens qui vont peut-être te pousser de force, comme un saut en parachute. L'instructeur, des fois, il va dire « arrête de glander, saute ». Mais il y a des gens qui vont avoir la délicatesse, la bienveillance de sentir ta peur, de te prendre par la main et t'amener à traverser en te regardant. Viens, c'est pas si pire. Viens avec moi. Ah, c'est ça le cadeau que Laurent m'a fait. Il m'a accompagné jusqu'au bout. Puis pour moi, d'être ici pour vous ce soir, de rendre hommage à Laurent, de le rendre éternel, bien, c'est un beau cadeau que moi je lui fais en parlant de lui
et transposer. Moi, c'est mon souhait. Je vous souhaite de transposer cette histoire-là et de vous dire que la prochaine fois que j'ai peur, je vais la regarder en pleine face, ma peur. Puis, je vous souhaite une magnifique guérison. Je vous souhaite une belle soirée. Merci de votre attention et merci de m'avoir accueilli dans mes émotions, dans ma vulnérabilité, qui est aussi maintenant rendue une force. Merci, Bart.